Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une de l'actualité ce soir, le gouvernement monégasque qui a débloqué une aide financière de 4 millions d'euros à destination des sinistrés de notre arrière-pays. Nous verrons le détail dans un instant. Décision prise lors de la séance du Conseil national hier, où a également été décidé, dans cette période toujours troublée par la crise sanitaire, de prolonger le CTTR, le chômage total temporaire renforcé, et ce, jusqu'au 31 mars 2021. Un soulagement pour beaucoup. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, sera notre invité dès le début de ce journal pour évoquer ces dernières décisions. Et comme nous l'avons fait avec vous aujourd'hui dans les rues de Monaco, nous lui demanderons, concernant l'aspect sanitaire cette fois, s'il se sent plus en sécurité en principauté aujourd'hui, alors qu'en dehors de nos frontières, tout le monde fait face à l'arrivée de cette deuxième vague avec de nouvelles mesures de restriction ici et là. Comme chaque soir, vos informations tout près de chez vous. Et puis, on évoquait hier soir la visite officielle du prince souverain en Serbie jusqu'à demain. Et bien ce soir, nous nous intéresserons au déplacement de la princesse Charlène en Géorgie. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux. Les sports et le retour, enfin 35 ans après, du basket La Pro à la Jeep Elite en direct sur une chaîne de télévision gratuite. En l'occurrence, la chaîne L'Équipe. Son directeur, Jérôme Saporito, viendra nous détailler ce choix d'importance. Que du bonheur en tout cas pour les fans, les supporters comme vous de la Roca Team. Mais sans plus tarder, Sandrine Neck, bonsoir. On revient sur la séance publique hier du Conseil national. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous avez pu suivre sur Monaco Info hier soir la séance en direct du Conseil national dans le cadre de la session d'automne. Séance consacrée à l'examen du deuxième budget rectificatif 2020. Il a été question des terribles conséquences des intempéries sur l'arrière-pays et Pierre Dartout, ministre d'État, a d'ailleurs fait part de la volonté d'aider les victimes de cette catastrophe et de participer ainsi à la reconstruction sur place. Écoutons-le. Cette tempête a profondément affecté la région au sein de laquelle nous vivons et plus particulièrement les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya. Son Altesse Sérénissime le Prince souverain a assuré les autorités françaises et italiennes de la solidarité de la principauté dans cette épreuve et a appelé de ses vœux la concrétisation de cette solidarité. C'est pourquoi, en complément des premières mesures déjà engagées sur le terrain pour apporter des produits de première nécessité, le prince souverain a décidé d'accorder un soutien financier significatif de 1 million d'euros à chaque vallée française touchée, ainsi qu'à Ventimille et la partie italienne de la Roya, soit 4 millions d'euros au total. Et il était aussi question, bien sûr, des conséquences de la pandémie. Oui, au cours de cette séance, le prolongement du CTTR a été annoncé. Le dispositif de chômage total temporaire renforcé sera d'actualité selon les branches d'activité pour la durée nécessaire jusqu'à la fin du mois de mars 2021. À noter également que la CAIR poursuivra ses travaux en octobre en ciblant les secteurs les plus touchés. La CAIR pourra étudier à titre exceptionnel les nouvelles demandes, sous réserve bien sûr de disposer d'éléments concrets. Des annonces qui ont été précédées, Christophe, par un point sur les chiffres concernant la Covid-19 en principauté. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est de 31,58. Le taux de positivité des tests PCR effectués est de 2,67%. Les efforts réalisés portent donc leurs fruits et il est nécessaire de les poursuivre, a précisé Pierre Dartout. Et pour aller plus loin sur Monaco Info ce soir, le ministre des Affaires sociales et de la Santé est avec nous. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Monsieur Paco. On va essayer d'aller plus loin que les chiffres dont on vient de parler avec Sandrine Ney il y a un instant, et notamment le CTTR qui est une bouffée d'oxygène pour beaucoup en principauté, vous le comprenez. Alors le CTTR, c'est une mesure qui est fondamentale pour protéger l'emploi. Et ce qu'on peut dire avec le recul, c'est qu'il a bien joué son rôle. Alors prolonger combien de temps? 1 mois seulement, ce n'est pas significatif. 2 mois, on arrive à la fin du mois de décembre et nous pensons qu'au mois de décembre, la crise ne sera pas réellement derrière nous. Et donc le gouvernement a considéré qu'une vraie réponse consistait à indiquer que le CTTR serait prolongé jusqu'au 31 mars prochain. Mais ils sont quand même 23 000 salariés, plus de 2500 employeurs, et près de 100 millions de budget finalement.
Exactement. À ce jour, nous avons consommé pratiquement 90 millions d'euros de budget et nous allons continuer puisque l'effort de l'État et son engagement se poursuit. Didier Gamerdinger, en conclusion de ce volet social, on s'aperçoit qu'on fait tout en principauté pour évidemment sauvegarder l'emploi. Un emploi perdu, c'est une salariée et un salarié qui se retrouvent sans revenu, en situation difficile. C'est une famille qui est impactée. Donc c'est ce qui m'anime tous les jours et c'est ce qui, c'est ce qui sous-tend l'entretien du gouvernement. Le télétravail aujourd'hui, en tout cas, doit rester jusqu'à la fin de l'année, c'est bien cela, hein? Cette disposition très souple et efficace a été prolongée sur décision du gouvernement en accord avec les autorités françaises concernées, effectivement jusqu'au 31 décembre prochain. En ce qui concerne la flexibilité peut-être des horaires pour les employés, on en parle un peu, de plus en plus. Alors, comme je l'ai dit aux partenaires sociaux, l'État s'engage, mais l'État ne peut pas tout. Maintenant, les employeurs et les salariés, de leur côté, que peuvent-ils faire également à leur mesure? Et une des dispositions qui fait l'objet de réflexion, c'est précisément la modulation du temps de travail, un aménagement concerté pour une durée très limitée, une durée d'1 année, avec des garanties, des garde-fous, qui sont l'accord des salariés évidemment, qui sont la limitation des heures supplémentaires pour éviter que l'employé ne travaille trop d'heures dans une semaine considérée, donc avec les dispositions qui sont de nature à rassurer. Et nous pensons que ce dispositif permettrait de répondre à la situation présente et de sauvegarder à la fois des emplois et le revenu des salariés concernés. On peut parler de deuxième vague en ce moment ici à Monaco? Alors nous avons été confrontés, comme nos voisins au demeurant, à une deuxième vague, il faut le dire. Le petit signe encourageant, c'est que depuis une quinzaine de jours, nous observons maintenant une stabilisation et peut-être même en fait une diminution, un fléchissement léger des situations de positivité en principauté de Monaco. Donc c'est très encourageant. Ouais, car ce n'était pas simple de sortir de l'été. Je vous propose justement, monsieur le conseiller, d'écouter ces réactions recueillies tout à l'heure par Juliette Rappert à la question de savoir si nous nous sentions en sécurité en principauté. Tout va bien, on se sent plus en sécurité ici, tout est entretenu. Il y a une plateforme en plus qui est mise à disposition de tout le monde, donc on peut appeler et y répondre quasiment instantanément, donc c'est très sécuritaire effectivement. Parce que les tests et les nombres sont meilleurs qu'ailleurs, donc il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Après, c'est les gestes barrières appliqués par tout le monde en fait. Les gens ils sont un peu plus disciplinés, peut-être ils ont pris conscience que c'était important. Je crois que ce sont plus préservés en Monaco qu'en France. Je crois que c'est sécure ici. La police fait son travail, tout le monde porte le masque, les règles sont respectées. Monsieur le ministre, on s'aperçoit que, effectivement, vous l'avez dit, on est sorti de l'été avec beaucoup d'interrogations, que ce soit des villes comme Nice, Marseille ou du côté de l'Italie. Aujourd'hui, que faut-il faire finalement aujourd'hui? C'est garder ces mesures barrières pour éviter toute arrivée probable, peut-être ou non, d'une nouvelle vague, peut-être une troisième même, on ne sait jamais. C'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de respecter les mesures barrières. On sait dire avec le recul que ça fonctionne. Nous savons le dire parce que nous faisons maintenant des dépistages systématiques de tous les cas contacts dans les écoles, dans les entreprises. Et ce que nous constatons, c'est que chaque fois que le masque est porté de manière régulière, avec efficacité, il n'y a aucune transmission du virus. Donc c'était scientifiquement mentionné. En principauté de Monaco, de manière pragmatique, c'est ce que nous observons. Ça fonctionne. Il y a même des anti-masques, quand même, ça ne nous ennuie pas qu'il y en ait des personnes partout, même autour de nous, qui ne supportent pas le masque. C'est compliqué à gérer, ça. Alors, porter un masque, ça n'est pas forcément facile, notamment l'été. Bon, là, nous sortons de la période estivale, mais je reconnais que ça n'est pas évident. Dans certains métiers, on peut penser à la cuisine, par exemple, à la restauration en salle quand il fait chaud. Ça n'est pas évident de porter un masque toute la journée. C'est un devoir. À la fois, ça nous protège, et je l'avais déjà dit, et ça protège les autres. Tout le monde est prêt dans les hôpitaux aujourd'hui, ça vous nous le confirmez, monsieur le ministre. Et on peut parler aussi de ces dépistages. On a commencé par la sérologie, après on a continué avec les PCR. On parle de tests salivaires. Le ministre a rappelé hier que chaque jour, en principauté de Monaco, et chaque semaine, nous testons bien plus que les grandes agglomérations voisines. Alors l'avenir, c'est certainement des formes alternatives de tests, qui ne sont pas encore définitivement au point. Des travaux se poursuivent. Les équipes de recherche scientifique valident ou pas les différents procédés et nous avons commandé et reçu en principauté de Monaco de nouvelles techniques, alors soit dites antigéniques, soit dites de dépistage salivaire. Et nous expérimentons ces différentes techniques et le jour où elles seront fiables et considérées comme suffisamment valides et certifiées, nous pourrons effectivement les utiliser.
Quelle est la vigueur, pour conclure ce soir, du virus en principauté? Il n'y a aucune inquiétude pour l'instant? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. L'observation que nous avons effectuée depuis le milieu de l'été, c'est que les personnes qui étaient contaminées, en général, avaient une faible charge virale. Ce qui explique que nombreuses ont été les personnes qui étaient suivies à domicile et qui, en définitive, ont rapidement guéri. Très bien. Quelles sont les perspectives pour vraiment être complet ce soir, Didier Gamerdinger, en matière sanitaire pour les prochaines semaines? Donc, premier objectif, continuer à observer les gestes barrières. Deuxième objectif, continuer à regarder attentivement l'application, la mise en œuvre des tests alternatifs avec la recherche de bonnes méthodes, souples, efficaces et surtout fiables, permettant un rendu rapide. Et puis le troisième élément, il se décompose en, d'une part, de nouveaux médicaments. Vous avez vu que l'Institut Pasteur a récemment publié sur le fait qu'une nouvelle molécule pourrait être de nature à répondre à un meilleur traitement pour les patients atteints du Covid. Et l'autre piste, enfin, ce sont les vaccins. Et la principauté de Monaco s'est prépositionnée sur plusieurs hypothèses de travail et plusieurs vaccins en ce sens. Toujours en alerte. Merci à vous, Didier Gamerdinger, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci et bonsoir. Alors que le prince Albert II est en voyage officiel en Serbie, on en parlait hier soir dans votre journal, la princesse Charlène s'apprête à se rendre de son côté en Géorgie. Déplacement marqué par plusieurs temps forts. On retrouve sur place Émilie Rousseau avec Serge Prémont. Oui, un déplacement de 2 jours sur le sol géorgien, à Tbilissi plus précisément. L'épouse du prince Albert II sera notamment accompagnée de son frère Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène, et d'Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Une partie de ce déplacement sera d'ailleurs axée sur le sport et ses valeurs, puisque la princesse Charlène rendra visite à de jeunes rugbymen. Plusieurs d'entre eux ont eu l'opportunité de participer au tournoi Sainte-Dévote à Monaco. Cette visite en Géorgie sera également l'occasion de découvrir les installations sportives de la capitale, dont certaines ont été construites pour accueillir le Festival olympique de la jeunesse européenne en 2015. Ça, c'est pour la première partie de ce déplacement. Il est prévu également que la princesse Charlène découvre la ville de Metsreta, l'ancienne capitale du royaume de Géorgie. Ces monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis avant son retour en principauté, la princesse Charlène rencontrera la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, pour un déjeuner exclusivement féminin. Merci Émilie. Et on revient sans plus tarder à l'actualité tout près de chez vous, avec vous Sandrine. Et là encore, un bel exemple de solidarité. Oui, le gouvernement princier a décidé de répondre favorablement à la demande de renfort soumise par l'Agence régionale de santé des Alpes-Maritimes. 45 personnels, infirmiers et aides-soignants issus du CHPG, du Centre cardio-thoracique et de la Croix-Rouge monégasque vont partir en soutien à l'hôpital de Tende. Place aussi ce soir à la démarche d'un commerce que les monégasques et les résidents connaissent bien, l'Épidore, grâce à son fournisseur Banette. Il fabrique ses pains de 1 kg. Tout cela aura lieu 2 fois par semaine. Livraison auprès des sinistrés de la Roya. Sur un mois, 1 tonne de pain sera ainsi acheminée. À noter aussi la présence de bons pains au chocolat. Et cette dernière minute, Sandrine, en matière de sport automobile. Oui, la CM vient d'annoncer l'annulation de l'e-rallye prévue ce mois-ci à compter du 22 octobre et ce, en raison de la détresse des habitants dans les vallées et des drames survenus. Sachez d'ailleurs que les commissaires qui devaient intervenir sur les épreuves vont se mobiliser pour aider les sinistrés. Le point ce soir sur la situation de nos 2 ports. Oui, les ports de Monaco restent encore pour le moment fermés pour éviter la propagation dans leurs eaux de macrodéchets comme de larges morceaux de bois. Conséquence sur le littoral de la catastrophe survenue dans les vallées. Les entités comme la Direction des Affaires Maritimes, la Société d'exploitation des ports, la police maritime surveillent tout cela de très près, tout comme les sapeurs-pompiers. Et cette information, Sandrine, en provenance du théâtre Princesse Grace. Le théâtre Princesse Grace délocalise les spectacles suivants pour raisons techniques. Maria Callas, Lettres et Mémoires se jouera le 15 salle Garnier, La Souricière le 22 au Grimaldi Forum. Le théâtre Princesse Grace, qui avait d'ailleurs accueilli il y a quelques années le comédien Vladimir Yordanov, il était né en principauté et vient de nous quitter. Avant de parler basket et le grand retour enfin de la Pro A sur une chaîne gratuite, on parle sport
et conférences. À la bibliothèque Louis Notari, vous le découvrez sur ces images, les disciplines sportives sous le règne du prince Albert Ier étaient à l'honneur. Période marquée par une forte promotion de l'activité physique. Humaniste, acteur de la paix, océanographe, le prince Albert Ier a aussi multiplié les actions pour permettre le développement de disciplines sportives comme l'alpinisme, l'automobile ou encore le tennis, Christophe. Et cette bonne nouvelle donc pour les amateurs de basket qui peuvent à nouveau suivre la Pro A et leurs équipes préférées, à l'image de la Roca Team, à la télévision. Et cette fois, c'est gratuit. C'est sur la chaîne L'équipe que ça se passe. Et son directeur, Jérôme Saporito, est avec nous ce soir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info parce qu'on aime le basket, vous le savez. Et la bonne nouvelle, c'est que le basket, ça y est, c'est gratuit. C'est en clair sur votre chaîne. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors ça s'est fait très vite avec les représentants de la Ligue et de la Fédération. Nous, ce qui nous a motivés, c'est la puissance de ce championnat dans les territoires. C'est un mot à la mode en ce moment, c'est vrai. Mais vous voyez, les représentants de la Jeep Elite, c'est Monaco, c'est Strasbourg, c'est Limoges, c'est Pau, c'est Lasvel. C'est vraiment ancré. Il y a une forte Dijon, Bourg-en-Bresse. C'est très fort dans ces localités-là. Et on voulait l'exploser au plus grand nombre parce que c'est un pari. Ça fait 35 ans que ce n'était pas en clair, le basket. 35 ans, c'est bien ça. Hein, ouais, c'est une génération, oui. Oui, c'est une génération que moi j'ai connue le samedi, le dimanche après-midi. Il y avait toujours un match de basket. Bah oui. Et là, un championnat qui prend de la valeur, qui est très disputé avec ce système de play-off. On n'a pas l'habitude, nous, de voir ça, ces systèmes de play-off avec des matchs coup près à la fin. Et puis un championnat de danse où on va se balader, on va pouvoir présenter un peu les joueurs français parce qu'on ne les connaît pas bien, c'est vrai, à l'heure actuelle. Accord de dernière minute, ça veut dire que pour l'instant, on a un seul match. On est bien d'accord le lundi soir. Oui, c'est le rendez-vous. Pour créer une habitude, il faut absolument créer une case pour que les gens ils sachent exactement ce qu'ils vont trouver et à quelle heure. Donc nous, ce sera le lundi à 21h. Dès lundi, ce sera Strasbourg-Limoges, qui est un choc un peu historique. Oui. Et puis très vite, on aura par exemple Asmel-Monaco. C'est le gros choc du championnat. Le premier contre le deuxième contre le premier. Enfin, chaque année, ils se tirent la bourre. Donc voilà, ce qui est important, nous, dans ce partenariat-là, c'est qu'on puisse montrer le meilleur du championnat, de la Jeep Elite. Ce n'est pas juste un match au choix, c'est la meilleure affiche. C'est la meilleure affiche à chaque fois. Et dans l'avenir, vous pensez diffuser d'autres rencontres ? Oui, c'est notre volonté. On a élargi le partenariat au championnat de France féminin. D'accord. La féminine est très forte, donc on aura aussi Asvel-Bourges, Latte-Bourges, Bourges-Asvel. Voilà, c'est parce que dans ce championnat féminin, il y a les meilleures joueuses d'Europe, pratiquement. Et donc, c'est des chocs qui sont toujours un grand moment de sport disputé. Et c'est ce qu'on recherche à la chaîne L'équipe. Alors, le basket en avait besoin également. Vous arrivez un peu comme, entre guillemets, le sauveur, non ? Peut-être pour cette Pro A. On a un an pour construire. Donc, il faut que tous les fans de basket se manifestent parce que, évidemment, que si au bout d'un an, le pari est perdant, bah, il retournera sûrement du côté des chaînes payantes. Donc, il y a un an pour construire ça, pour construire l'histoire. Et je pense qu'avec les playoffs en fin de saison, c'est vraiment un bon timing pour créer une habitude. Rapport qualité-prix, vous y retrouvez ? C'est un choix. On fait des choix budgétaires. Tout le monde connaît voilà, la crise qui est là, qui est partout. Nous, on a été obligés de faire des choix et on a choisi le basket parce que ça nous semble être un sport vraiment qui avait disparu des écrans radars et qu'on doit remettre au goût du jour. Et ça, la Jeep Elite, c'est le meilleur vecteur de communication pour le basket en France. Vous pensez que ça va apporter un énorme coup de booster ? Vous en êtes certain puisque vous avez acheté les droits, mais on en avait besoin, vous l'avez dit, depuis 35 ans, on n'avait pas vu du basket en clair gratuit sur une chaîne de télévision. Oui, ça va apporter un coup de projecteur sur la qualité du championnat et c'est surtout, ça va devenir le sport collectif en France le plus visible en clair. Et ça, nous, on défend cette idée du clair. Le clair, c'est gratuit, donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit préserver tous. J'ai de la chance en tant que patron de la chaîne Équipe, c'est sur ma chaîne. Le retour du basket en clair, le retour du basket gratuit. Puis on va se revoir très bientôt, Jérôme Saporito, parce qu'elle est obligée de revenir très souvent voir la Roca Team, parce que comme on va être champion de France, on sera obligé de revenir souvent. Bah, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci et merci pour ce coup de projecteur sur le basket chez vous tous les lundis. Le basket de retour sur une chaîne gratuite. Merci Jérôme Saporito, bonne soirée. Bonsoir. Toujours un rendez-vous très prisé à l'automne avec la remise la semaine prochaine des prix de la Fondation Prince Pierre pour l'année écoulée. Pour l'édition 2021, tout commence aujourd'hui
avec le lancement de la 14e édition du coup de cœur des lycéens. Reportage signé Frédéric Elion avec Alexa Vial. Ils sont au lycée, en classe de seconde, et pourtant, l'espace d'une année, ils vont se mettre dans la peau d'un critique littéraire. Depuis 2007, des élèves des 3 lycées de la Principauté composent le jury du coup de cœur des lycéens. Le coup d'envoi de la 14e édition a été donné en début d'après-midi au lycée Albert Ier. Dans le cadre de la fondation du prix Prince-Pierre de Monaco, les élèves sont amenés à lire des nouveaux romans. Ce ne sont uniquement que des premiers romans et ils doivent faire leur sélection sur ces romans-là et choisir in fine le roman qu'ils auront préféré. Donc c'est une aventure littéraire qui court sur absolument toute l'année scolaire, qui se poursuivra jusqu'en octobre prochain. Et ce qui est très intéressant pour les élèves, c'est qu'ils sont amenés à rencontrer les romanciers qui vont venir présenter leurs bouquins. Les élèves ont découvert aujourd'hui la présélection des 7 ouvrages en lice, Mauvaises herbes de Dima Abdallah, Mémoire de soi d'Adrien Borne, La cuillère de Dany Héricourt, Alabama 1963 de Christian Niemek et Ludovic Manchette, Du miel sous les galettes de Roukiata Ouedraogo, Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin et Des kilomètres à la ronde de Vinka Van Eyck. Ils devront lire ces 7 romans pour n'en garder que 4 ou 5 pour la sélection finale. C'est ça, je vais faire partie du jury d'un concours de lecture. Du coup, là, ils nous ont expliqué comment ça allait, les différents procédés. Ils nous ont raconté un peu l'histoire de chaque livre, de quoi ça allait parler, etc. Je trouve que c'est quand même une expérience comme une autre et que c'est quand même important de porter un jugement sur le premier livre d'un auteur et je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu as cette sensation de pouvoir jouer un rôle entre guillemets dans la carrière d'un écrivain? Il y a une petite pression, quoi. C'est vrai qu'on a quand même potentiellement la carrière de quelqu'un entre les mains. Après, c'est un avis personnel, on sera plusieurs à le donner et on verra comment ça se passera. Le lauréat du coup de cœur des lycéens 2021 remportera 6 000 €. Plus qu'un prix, ce concours est un véritable tremplin pour lancer la carrière d'un jeune écrivain. Il sensibilise également les élèves au monde de l'édition et à la littérature contemporaine. La météo pour ces prochaines heures, on vous retrouve Sandrine. Jeudi, plein soleil dans le ciel monégasque, température légèrement en baisse par rapport à la veille, 13 et 20 degrés. Le soleil se lèvera à 7h31 pour se coucher à 19h pile et nous fêterons les Pélagies. Merci Sandrine. Et comme chaque soir, avant de se quitter, on termine ce journal en images avec les instantanés du jour et les suites de ce formidable élan de solidarité à destination des sinistrés de l'arrière-pays, comme les taxis de Monaco, en ce moment qui effectuent des allers-retours, on en parlait hier, au cœur des vallées touchées, ou encore, on l'évoquait là il y a quelques minutes dans cette émission, cette initiative de la boulangerie L'Épidore qui va ravitailler en pain 2 fois par semaine les habitants de la Roya. Photo signée, Michael Allez-y. Et merci à nouveau à toutes et à tous pour tous ces gestes d'entraide à tout niveau. Je vous dis à très vite sur Monaco Info. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous approchez. Demain, 19h, c'est Patricia Navarro que vous retrouverez pour une nouvelle édition de votre journal. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.